Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Pour tout comprendre de la finance sans se perdre dans ses méandres, écoutez l'émission Néo Finance. Néo Finance vous explique de manière simple la finance et les enjeux financiers qui vous concernent. Retraite, patrimoine, placement, avec des mots à la portée de tous. Néo Finance sur Fréquence Méditerranée. La finance pour les nuls. Enfin non, pour les néophytes. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. La finance pour les néophytes, pas les nuls, on l'a bien dit dans le générique. Et pour m'accompagner ce soir, lors de cette nouvelle émission, je ne sais plus combien on en est, mais en tout cas, ça fait quelques émissions qu'on partage ensemble, mais au moins 8 ou 9, à mon avis, on comptera. Tiens, mon cher Fabien qui m'accompagne ce soir. Ça va, Fabien ? Ça va, Jean-Luc, et toi ? Fabien Bocard, oui, très très bien. Fabien Bocard d'IPES Patrimoine, qui est donc le partenaire de cette émission, et c'est toi qui nous présente tous les mois, tous les mercredis, un mercredi par mois, voilà, avec un sujet, un thème. On rappelle un petit peu donc IPS Patrimoine, un petit peu toutes les actions, tout ce que tu proposes à tes clients. Cabinet d'ingénierie patrimoniale, on est situé à Menton, Beau-Soleil et également sur Dubaï depuis 2 ans. Donc on fait de l'approche globale sur le patrimoine privé ou professionnel, conseil juridique, fiscal, financier, immobilier, structuration du patrimoine, transmission, organisation de la retraite, de la succession, voilà, tout cet aspect-là, et tout ce qui est aussi gestion privée de l'épargne. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, si on a un petit peu de sous ou qu'on a moyennement des sous et qu'on veut les faire fructifier, on vient te voir et tu es, je le rappelle, un spécialiste tout à fait. Du patrimoine. Voilà, effectivement. Ce soir, tu as choisi ce thème, comment se lancer dans l'immobilier. Un thème qu'on va aborder ce soir, qu'on va présenter en plusieurs phases. Bien sûr, on va définir son objectif, choisir l'emplacement, déterminer le budget et le financement, choisir le bon type de location et comprendre la fiscalité. Voilà, puisqu'on va parler comment se lancer dans l'immobilier. C'est pas comment créer une agence immobilière. Non, c'est comment acheter, comment investir dans l'immobilier. Voilà, bien sûr. Voilà. Pour se lancer, quand on souhaite un peu diversifier son patrimoine. Et étant donné que l'immobilier est un pilier fondamental du patrimoine, c'est un grand actif qui coûte souvent cher. Donc on a toujours dit investir dans la pierre, on n'entend que ça. En France, c'est très ancré dans les mœurs, tout à fait, oui. En France, on va rappeler, je crois que si je dis pas de bêtises, il y a plus de 60% des Français qui sont propriétaires. Alors, qui sont en accession à la propriété. Parce qu'il y a la propriété, il y a les propriétaires à être en accession à la propriété. D'accord. Parce que souvent, l'actif immobilier est adossé à un crédit immobilier. Donc, tant que le crédit n'est pas remboursé, on a toujours une dette envers. Donc, on appelle ça l'accession à la propriété. Mais merci de la nuance. De la nuance, effectivement. Voilà. Donc, moi, j'englobais tout le monde dans le même panier. On va définir son objectif. Et là, c'est là où je te donne la parole, mais moi, je vais avoir des questions. Hein. Bien sûr. Alors, pardon, excuse-moi, Fabien. Il y a une place de vide en face sur la caméra, vous le voyez, parce qu'on attend notre jeune stagiaire qui aurait dû être là, qui ne va pas tarder à arriver. Et voilà, c'est pour ça que tu auras quelqu'un en face de toi. Juste pour rebondir sur ton chiffre que tu as dit tout à l'heure, en effet, 60% des Français sont en accession de propriété, et surtout, c'est que la plupart du patrimoine immobilier, je crois que c'est environ plus de 70%, est détenu par des personnes qui ont plus de 55 ans. Oui, non, tu me voyais dubitatif parce que j'étais en train de calculer, j'étais en train de me dire, ouais, des gens comme mon âge, quoi, voire un peu plus, quoi. Oui, mais c'est un petit peu compréhensible aussi. Non, c'est là où on s'est peut-être un petit peu plus assis dans la vie. Oui, alors bien sûr, parce qu'on est en fin de carrière, mais on commence à avoir les revenus plus cohérents pour emprunter. Mais disons que ça prouve surtout. Souvent, on est en couple, voilà, parce qu'effectivement, quand on est jeune, c'est plus difficile. C'est plus compliqué pour accéder à la propriété. Mais surtout, ça montre que le patrimoine est détenu par des personnes qui sont relativement âgées. Tu peux le dire, vas-y. Non, mais je veux dire, après au-delà, donc, ce qui fait que c'est aussi une problématique de transmission. En gros, ça montre aussi qu'en France, on n'est pas encore très bien sensible à la transmission. Dans quel sens ? Dans le sens transmettre au patrimoine, à ses propres enfants. D'accord. Si le patrimoine, on inversait c'est quand on est beaucoup plus jeune qu'on a besoin d'un toit sur la tête, voilà. Et après, au fur et à mesure, toujours besoin, mais disons que ça montre vraiment que le plus gros du patrimoine est détenu par les personnes qui sont
plus proche de la retraite. Et ça devrait être équilibré, à minima. Au moins un équilibre un peu plus équilibré, un peu plus cohérent, pour que justement la transmission... Mais c'est vraiment la transmission, on en parlera dans une émission, je ne sais pas, peut-être dans un mois ou deux. Mais c'est un sujet qui est important et en France, on n'est pas assez sensible sur cette... Mais alors, dans quel sens la transmission? Tu veux dire que les parents, par exemple, ils ont acquis un bien, il faut qu'ils le transmettent de leur vivant à leurs enfants, c'est ça? En effet, au plus tôt on transmet, mieux c'est. D'accord. C'est un petit peu ça ce que tu veux dire. C'est un peu ça que je veux dire, oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on s'égare un peu du sujet principal, mais ça reste quand même le même sujet, c'est l'immobilier, et on va en parler après, la structuration de son investissement. La transmission, c'est l'impôt le plus cher. Vous avez un patrimoine de X milliers d'euros, tout est taxé. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on a payé, alors moi, c'est une aparté que je vais faire, effectivement, c'est une remarque que je vais faire. On a payé toute sa vie donc pour acheter le bien. C'est-à-dire que sur ce bien-là, on a payé un crédit, on a eu un pourcentage, on a payé des taxes foncières, on a payé des taxes d'habitation, puisqu'à un moment donné, il y avait les deux, donc aujourd'hui, elle n'y est plus. On a payé le crédit, bien sûr, le crédit. Après, tu as les taxes sur les ordures ménagères. On a payé les assurances dessus, on a payé des impôts, puisque quand on est propriétaire aussi, c'est qu'on a déjà des moyens, donc c'est une image, on a des moyens, ça veut rien dire. On paye des impôts, donc toute sa vie on paye, et le jour où on transmet le fruit... Où on décède. En effet, voilà. 100% de la valeur de l'actif passe dans la succession. Donc et après les barèmes progressifs de la succession, ça commence à 5 et ça va jusqu'à 45% quand même. Alors, c'est-à-dire que on va donner des exemples dans ce qu'on dit. On donne des exemples. Un enfant, voilà, moi je vais hériter de mes parents. Ouais. Ils ont un bien, ils ont une maison qui vaut 250 000 euros. Voilà, on va partir. Voilà, 300 000 euros. Donc moi, en tant qu'enfant, je suis taxé à quel niveau? C'est un barème progressif. Donc c'est comme l'impôt sur le revenu, c'est un barème progressif. Par rapport à la valeur du bien. Tout à fait. Tout à fait. Donc toi, dans la tranche où tu es, tu auras une tranche marginale à 20%. Donc si on fait une moyenne, tu seras environ sur ce montant de 250 000 euros, tu auras une imposition autour de 18%. D'accord. Donc pratiquement 50 000 euros. En gros. C'est ça. Et après, passer 1,8 million de patrimoine, là on est taxé à 45% pour tout ce qui dépasse 1,8 million. Alors c'est incroyable parce que du coup, alors on va revenir sur notre sujet, mais du coup en fin de compte, quand on a des biens, on va dire que ici dans le coin il y a des villas qui valent à peu près ce prix-là, hein, donc on hérite de la villa de ses parents par exemple, suivi décède, ben, souvent on est obligé de la revendre parce qu'on ne peut pas payer la succession. Exactement. C'est pour ça que si c'est pas préparé, déjà il y a le problème de paiement de l'impôt. Donc en effet, souvent on n'a pas la liquidité pour payer l'impôt, parce qu'il n'y a pas que les maisons, mais il y a aussi les entreprises. Papa a une entreprise qui est là depuis 30 ans, et qui travaille bien dans le bâtiment, etc., qui est évaluée à 1 ou 2 millions. C'est pareil. Donc il faut vendre l'entreprise pour payer l'impôt. On fait comment? Oui, c'est ça qui est incroyable. Ça, papa, mais c'est ça. Donc quand c'est pas anticipé, c'est pour ça que je dis la transmission, on n'est pas assez sensibilisé par rapport à ça. C'est spécifique à la France? C'est spécifique. Alors moi je suis français, donc je me suis intéressé à la France. Bien sûr. Alors disons que oui, c'est spécifique parce que, pas spécifique, non. Disons qu'on a l'impôt de transmission le plus élevé en Europe. Nos voisins italiens, qui sont à quelques centaines de mètres, hein, de là où on est, hein, par rapport Exactement. eux, il y a un abattement d'1 million déjà, hors succession. Et après, donc, ce qui veut dire l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, tu as un bien à 300 000 euros, tu payes aucun impôt. Et au-delà d'1 million, tu es sur 3 à 4%. Nous, on va à 45%. D'accord. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas que c'est spécifique à la France, mais c'est qu'on a une transmission qui est très onéreuse. Donc justement, après, c'est des structurations, c'est des anticipations, et même pour les entrepreneurs hein, qui ont des sociétés, on en parlera, je pense, dans une émission, mais pacte Dutreil, quand on dit ce mot-là, personne ne le connaît, alors que tout entrepreneur devrait faire un pacte Dutreil. Alors on en parlera sur notre émission. On va revenir à notre thème aujourd'hui. Comment se lancer dans l'immobilier? Première partie, définir son objectif. Bon, voilà, donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comprendre les différentes étapes, l'axe de réflexion, comment on va réfléchir, comment on va planifier sa stratégie pour investir en immobilier. Donc, première chose, on va déjà commencer par définir pourquoi on investit en immobilier, quel est l'objectif. Déjà, pourquoi j'investis? Est-ce que je veux avoir un complément de revenu parce que je veux compléter soit ma retraite, soit mon activité actuelle, ou au contraire, je n'ai pas besoin de revenus? Est-ce que je veux capitaliser? Donc, est-ce que je veux créer un patrimoine pour qu'il gonfle tout seul de son côté, mais je n'ai pas besoin... Plutôt que laisser de l'argent en banque, on achète de la pierre. Exactement. Voilà. Achète de la pierre, mais de la pierre qui va soit... on va attendre que le temps fasse son travail et que la valeur
progresse sans qu'on ait forcément des revenus. Est-ce qu'on veut également louer en meublé, louer en nu? Est-ce qu'on veut aller sur des actifs de résidentiel? Est-ce qu'on veut aller sur des actifs professionnels, donc des murs commerciaux? Est-ce qu'on veut acheter des terrains agricoles, de la vigne, des parkings? Tout ça, on va regarder un peu comment on va faire. Également, est-ce qu'on veut acheter c'est souvent lié par rapport au budget qu'on a. Voilà, justement, on va y venir après. Oui, mais avant le budget, il faut quand même déjà savoir qu'est-ce qu'on veut. D'accord. Et après, une fois qu'on a précisément son objectif, là après on va dérouler après sur les différents choix de budgétisation et de financement. Également, savoir l'objectif, est-ce que c'est pour quelque chose que je vais garder longtemps? Est-ce que c'est juste je fais une culbute, donc j'achète, je revends. Est-ce qu'après je vais transmettre? Est-ce que j'achète tout seul? Est-ce que avec qui j'achète? Est-ce que je suis marié? Tout ça, en fait, c'est le premier quel objectif j'ai et la structuration globale, tout à fait. Ça sert à ça. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir après déterminer un axe de stratégie d'investissement pour justement structurer ça déjà financièrement, juridiquement et fiscalement par la suite. Donc la première étape, elle est fondamentale parce qu'on pose les bases. Et si les bases ne sont pas justement, comme toute construction, si les bases ne sont pas bien en place... Tu veux dire que si on part qu'on achète n'importe quoi, on peut aller dans le mur? C'est pas qu'on achète n'importe quoi, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on le fait. D'accord. Et quand on ne sait pas pourquoi on fait quelque chose, au bout d'un moment, on se dit mais pourquoi je l'ai fait? Mais est-ce que finalement c'est adapté? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? C'est comme tout investissement en fait. Même demain, j'ai 100 000 euros, je vais les investir. Si dans 3 mois après, je dis mais pourquoi je les ai mis là en fait? Pourquoi j'ai fait là et pas là? D'accord. Donc c'est important de se poser les questions au début. Ensuite, une fois qu'on connaît son objectif, qu'on a déterminé ce qu'on veut, maintenant il faut trouver où on va acheter. Donc l'emplacement. Et tout le monde connaît ce dicton dans l'immobilier, c'est la première chose, on regarde l'emplacement et l'emplacement. N'importe quel agent immobilier vous le dira 30 fois par jour. Donc en effet, l'emplacement est important. Pourquoi? Parce qu'en fonction de où est situé le bien, sa valorisation ne sera pas la même. C'est vrai que ici, sur Menton, une villa de 100 mètres carrés au bord de la mer, elle n'aura pas la même valeur qu'au sommet de la montagne dans l'Arzac. Ou dans la Creuse. Voilà. Donc c'est vraiment l'emplacement est important. Au-delà de l'aspect du budget, c'est surtout, encore une fois, il faut que l'emplacement corresponde avec ce qu'on a. Mais moi je pensais qu'on aurait mis le budget en premier parce qu'en fin de compte, bien sûr, tout le monde fait ça. Oui, mais parce qu'en fin de compte, tout le monde a envie d'acheter une villa sur la Côte d'Azur. Voilà. Mais si tu n'as pas le budget... Oui, mais tu te rabats au Larzac. Le budget, c'est un outil. L'argent, c'est un outil pour atteindre un objectif que tu t'es déterminé. Donc, si tu n'as pas l'objectif avant, tu dis, tiens, j'ai 100 000 euros de budget, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais moi, je pensais que c'était dans ce sens-là. Moi, en tant qu'auditeur, je pensais que c'est dans ce sens-là, puisque moi, demain, la première chose, tout le monde a envie de s'acheter une villa sur la Côte d'Azur. Bien sûr, tout le monde. Mais le budget vient après, il faut déterminer pourquoi acheter une villa sur la Côte d'Azur? Pour faire quoi? Pour y aller en vacances, pour la louer, pendant que j'y suis pas, je sais pas. Donc l'objectif, c'est d'en bénéficier, d'en jouir. Voilà, d'en jouir, exact. Donc la structuration ne sera pas la même que si tu dis, moi j'ai une villa sur la Côte d'Azur pour la louer H24, etc. Ou pour organiser des événements, ou pour faire des mariages. Parce que, D'accord. Donc pour ça qu'on va déjà anticiper le pourquoi. Le budget, certes, il est important, pour ça qu'il vient après, mais il faut déjà savoir pourquoi on investit. Pourquoi on veut faire de l'immobilier et pas autre chose. Parce que si c'est une question de budget, tout est question de budget. D'accord. Donc l'emplacement, donc après savoir trouver un endroit attractif, trouver quelque chose qui correspond à ce qu'on veut. Si on a un objectif de dire tiens, moi j'aimerais donc pourquoi mon objectif c'est de louer à des étudiants. On va pas prendre un bien qui est situé dans une ville où il n'y a pas d'université, où il n'y a que des gens qui sont retraités ou autre. Donc pour ça que le pourquoi est important, parce qu'après tout va en découler. Donc trouver l'emplacement à ce niveau-là, voir si on veut avoir un bien non pour du résidentiel, est-ce qu'on veut un bien pour du commercial. Donc dans ces cas-là, on va chercher des zones où si c'est pour du commercial, des centres de commerce qui sont actifs. Si pareil, en centre-ville d'une ville qui est morte où il n'y a quasiment pas de, vous allez trouver des super beaux fonds de commerce pas très chers, enfin des murs commerciaux pas très chers, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionnera pas. Voilà, on va vraiment donc pour encore une fois, d'où l'objectif, l'emplacement. Et une fois qu'on a trouvé l'emplacement, qu'on sait où on veut se localiser, alors après, souvent l'emplacement va dépendre aussi des objectifs. Tu parles, c'est pour moi, c'est pour aller en vacances. Donc en vacances, on ne va pas acheter une maison à 200 mètres de chez toi. On va chercher un endroit où, donc d'où pourquoi l'objectif. Ou un endroit qui nous plaît, voilà, un endroit qui nous plaît, effectivement. Une fois qu'on a trouvé l'emplacement, on va donc ensuite dérouler. Et là, on va déterminer premièrement son budget. Donc on sait pourquoi, on sait où. Alors le où, pourquoi le où, bien sûr, tout seul, c'est peut-être pas forcément facile de le trouver, donc c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Une fois qu'on a le pourquoi et le où, là, on peut chercher le comment. Donc le comment, ça va être le budget. Donc ça va être le budget. Donc comment je le finance. Donc déjà, combien je peux financer, moi. Donc est-ce que j'ai de l'argent, est-ce que j'ai pas de l'argent.
L'avantage de l'immobilier, enfin, un de ses avantages, c'est que c'est un des, pas rares actifs, mais c'est un des actifs que l'on peut acquérir avec l'effet de levier. L'effet de levier, c'est quoi ? C'est le crédit bancaire. C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément. Je veux acheter j'ai une capacité d'emprunt parce qu'en fait, on va regarder pour l'acquisition d'immobilier, on va regarder sur sa capacité d'emprunt. Donc c'est pour ça que dire tiens, je vais regarder quel budget j'ai et après je vais voir mon pourquoi, ça n'a pas de sens parce qu'on inverse le sens. On peut le faire, hein, personne ne va mourir, mais on n'est pas dans le bon sens. Donc, comme l'immobilier est un bien qui peut être acquis avec l'effet de levier, on va donc déterminer son budget. Son budget déjà sans effet de levier, donc sans crédit, sans rien. Une fois qu'on a ce budget, on va regarder, moi, comment je suis finançable ? Parce que je connais mon budget que je vais allouer à cet investissement. Mettons, je peux investir, moi, je peux mettre 40 000 euros de ma poche. Voilà. La banque va m'apprêter 300 000. Justement. Voilà, c'est là où la banque va nous dire. C'est là qu'on va aller voir soit la banque, soit faire des simulations, soit estimer par rapport à ses revenus, combien on peut emprunter. Donc après, mon montant empruntable plus mon apport, ça me donnera forcément le budget global que je peux emprunter. Donc ça, on a maintenant le budget. Maintenant, on va voir comment on va le financer, ce budget. Est-ce qu'on fait on fait un crédit ? Alors, il y a différentes natures de crédit. Et également, après, comment on va le financer ? Comment on va agencer le financement sur la structuration juridique qu'on va faire, qu'on va parler juste après. Donc ça, qu'on a son budget, on a son financement. Également, il faut voir aussi tout ce qui est les frais annexes, parce que quand on fait une acquisition immobilière, il y a différents frais annexes, il y a les frais de notaire. Après, il y aura les taxes, comme on a parlé tout à l'heure, il y aura tout ce qui est taxes foncières, tout ce qui est ordures ménagères. Voilà, ça, c'est une chose qu'il faut penser en amont, bien sûr, il y aura parce que souvent, on a des surprises derrière. Il peut y avoir des charges de copropriété aussi. Il peut y avoir différentes charges. Donc, c'est vraiment le budget. Il y a le budget aussi en acquisition, et après, il y aura tout le budget, tous les frais qu'on va engager derrière. D'accord. Donc, il y a l'acquisition et les frais derrière. Pour justement déterminer à ce moment-là, par rapport au budget qu'on va avoir et les frais qu'on peut anticiper, on va pouvoir après passer à une autre étape. Alors là, c'est pas forcément la partie la plus simple quand on n'est pas vraiment initié, c'est qu'on va commencer à calculer la rentabilité. Vu qu'on a le pourquoi, on a le où. Donc quand j'ai le où, c'est qu'on a on a visualisé le bien qu'on voulait, on a son budget qui va avec. Là, on va calculer sa rentabilité. On va en parler juste après le petit break musical. Qu'est-ce que tu en penses ? Parfait. Allez, on fait un petit break musical. Restez avec nous. On vous parle ce soir comment se lancer dans l'immobilier. Vous l'avez bien compris, on est en train de vous donner toutes les ficelles, une partie des ficelles. Parce que je vous rappelle, si vous en voulez un petit peu plus, c'est cabinet IPUS Patrimoine à Menton, avenue de Verdun, voilà, avec Fabien Bocard qui est avec moi ce soir et qui anime cette émission et qui est d'ailleurs partenaire aussi de cette émission. Allez, on fait un petit break musical. On se retrouve juste après. Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Tellement d'énergie, de temps, combien de combats à mener. Tellement de nuages et de vent, notre destinée bien contrariée. Derrière tous nos écrans, tant de rêves qui partent en fumée. Tellement IRM des sentiments, le monde est clairement aliéné. Je veux respirer encore et conjurer le sort, oui le sort, pour sentir mon sang battre dans mes veines. Je veux respirer encore et conjurer le sort, oui le sort, faites-moi sentir cette flamme encore. Souvent quand on fait le bilan, c'est pas facile de se retrouver. Pourtant, affronter l'ouragan vaut mieux que de vivre entravé. Tellement à court de carburant que tu te retrouves prisonnier. Pourtant, t'as toujours en dedans cette étincelle pour t'enflammer. Je veux respirer encore et conjurer le sort, oui le sort, pour sentir mon sang battre dans mes veines. Je veux respirer encore et conjurer le sort, oui le sort, faites-moi sentir cette flamme encore. Mais comment se faire la belle dans cette vie sous tutelle, dans ce monde virtuel, tout a un goût de fiel. Tout
ça a un goût de fiel. On s'acharne, on s'attelle à les rendre plus réels. Tous ces projets, ces ailes qui nous portent jusqu'au ciel. Oui, qui nous portent jusqu'au ciel. Je respirais encore et conjurais le sang, oui le sang, pour sentir mon sang battre dans mes veines. Je veux respirer encore et conjurer le sang, oui le sang, faites-moi sentir cette flamme encore. Je veux respirer encore et conjurer le sang, oui le sang, pour sentir mon sang battre dans mes veines. Je veux respirer encore et conjurer le sang, oui le sang, faites-moi sentir cette flamme encore. Je veux respirer encore, 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 encore plus fort. Je veux conjurer le sang. L'artiste Phil Briano sur Radio Fréquence Méditerranée, un artiste local, un artiste de Menton qu'on a reçu il y a quelques temps. On est de retour, elle est arrivée, ça y est, vous voyez son visage à l'antenne. C'est Inès, jeune journaliste stagiaire de l'école de journalistes de Nice, voilà, qui est avec nous et qui va participer à l'émission, je l'espère. On est en direct, je vous le rappelle, vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone et bientôt la FM, ça sera le 90.9, on vous l'annonce. On vous parle comment investir, comment se lancer, c'est pareil. Non, c'est la même chose. On aurait pu dire investir. Comment se lancer dans l'immobilier ce soir? Alors on a abordé pour la première partie, pour ceux qui nous rejoignent, on vous invite donc à écouter, vous réécouterez l'émission en replay, définir son objectif, choisir son emplacement. On vous a donné un petit peu quelques pistes, comment déterminer le budget et le financement. Et on en était au calcul de la rentabilité. Au calcul de la rentabilité. À savoir si l'investissement est viable et s'il est rentable sur le long terme. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir déterminé en amont l'objectif et comment on allait investir, justement. Donc la rentabilité, elle est importante. Et alors, souvent, on se trompe et on se fourvoie à un calcul de la rentabilité en disant, voilà, moi j'achète un bien à 100 000 euros. Je sais que celui que j'ai trouvé, je vais le louer à 10 000 euros par an. Donc ma rentabilité, 100 000, 10 000, 10%. Donc ça, c'est une rentabilité du bien. C'est la rentabilité que le bien peut distribuer. Mais ce n'est pas la rentabilité de l'investissement. Pourquoi ? Parce que comme on l'a vu juste avant, l'investissement il va être grévé d'un financement. Déjà d'un financement, puis derrière taxe foncière, taxe d'habitation. Donc tous les frais annexes qui vont pas. Donc tout ça, ça va être grévé par tout ça. Donc le taux de rendement du bien, comme je l'exprimais juste avant, c'est un indicateur qui permet de savoir si justement à grand maximum la rentabilité que je vais obtenir. Sachant qu'on est sur un taux de rendement. Un taux de rendement, par définition, un taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est ? Vas-y, non, mais je te suis. Non, mais je savais. Non, mais c'est la rémunération du risque. Il m'a vu faire un blanc, il s'est dit pourquoi il fait un blanc. Je ne savais pas de quel taux d'intérêt tu parlais, d'intérêt sur le crédit. Alors, non, un taux de rendement, un taux de rentabilité. Voilà. Mais c'est pareil. Hein, mais je te signale quand même que le spécialiste de la finance, c'est toi, pas moi, d'accord. Un taux de rendement, ou un taux d'intérêt d'un crédit, on rémunère le risque. Si la banque aujourd'hui nous demande 3% pour faire un crédit, c'est parce que c'est un risque qu'elle prend. Bien sûr. Donc elle rémunère son risque comme ça. Ça veut dire que c'est plus ou moins risqué. Si on en empruntait à 10, c'est plus risqué. Voilà, c'est que le risque est plus important. D'ailleurs, les profils, on parle de financement tout à l'heure, mais les profils qui empruntent et qui sont assez... Il y a des personnes qui, pour le même budget et le même bien, vont avoir des taux différents. Parce que c'est plus à risque. Voilà, c'est plus à risque parce qu'ils n'ont pas la même situation. Un médecin qui emprunte ou quelqu'un qui est en CDD, ils n'auront pas, s'ils sont finançables, ils n'auront pas les mêmes taux d'intérêt. Mais aujourd'hui, c'est comme ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, suivant qui achète, il y a des taux d'intérêt différents ? D'accord. Oui. Non, je pensais que tout le monde avait le même. Non. D'accord. Non, après, c'est pas du simple ou double, on est d'accord. Mais peut y avoir des différences de 0,1, 0,2 points en fonction déjà du profil. Il y a des banques qui veulent aller que sur des profils professions libérales, que sur des profils dirigeants d'entreprise, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fonction, plus on aura des revenus déclarés importants, souvent, plus le taux est négociable et peut aller à la baisse, parce que le risque est moindre. D'accord. Voilà. C'est pour moins rémunérer le risque. Mais à l'inverse, si moi j'ai un taux de rentabilité sur mon investissement, c'est parce que je prends un risque. Donc forcément, plus j'aurai un rendement élevé, ça va me déterminer déjà le risque que l'on prend. Un bien ici sur Menton, on n'est pas sur du 10%. Hein.
Parce que déjà, à l'acquisition, le bien, il coûte cher, Oui, exact. même si les loyers sont élevés. Mais vu que le bien est cher à l'acquisition, on a des rendements qui vont être autour de 4-5%, brut, je parle le rendement du bien. Une fois qu'on a enlevé tous les frais, Non, c'est ça? non, brut, rien, comme ça, juste en calculant son loyer annuel divisé par la valeur du bien. Ça, c'est juste un indicateur de risque, en fait, plus qu'autre chose. Ce n'est pas le rendement qu'on aura, ce n'est pas le taux de rendement interne de l'investissement. Ça, c'est pour donner, donc plus il est élevé, plus on prend un risque. Admettons, acheter un bien locatif dans la Creuse que tu parlais tout à l'heure, je vais être sur un rendement à peut-être 8, 9, 10%. Parce que j'aurai plus de risques, j'aurai moins de chances à trouver un locataire dans la Creuse qu'ici sur la Côte d'Azur. Oui, mais le bien vaut moins cher aussi. Oui, alors, mais on arrive à acheter une maison à 50 000 euros. 50 000 euros et le loyer est plus élevé en conséquence. Oui. Donc forcément. Non, il est plus bas. Si le bien est moins cher, pourquoi il est moins cher? Parce que l'emplacement, Oui, parce qu'il n'y a personne. Donc on prend un risque. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on prend un risque. Voilà, oui, On prend un risque à investir là-bas. Alors on signale à nos auditeurs, on n'a pas de chien dans le studio, mais apparemment dehors il y a un chien qui... On l'entend. Oui, Hein, voilà, on l'entend, donc, ouais, voilà, on l'entend. donc, je signale pour pas qu'ils croient qu'on a un chien dans le studio. C'est pas moi non plus. Effectivement. Donc voilà. Ensuite, une fois, ça c'est pour donner l'indication du risque. Maintenant, les rendements qui sont intéressants à calculer, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement interne. Le taux de rendement interne, il va prendre en compte tous les flux de revenus pendant la période de location, plus le flux sortant, donc quand on va vendre le bien. Donc je vais acheter un bien. Alors donne-moi un exemple, parce que moi je veux bien, parce que des fois c'est très technique ce que tu dis. Il faut toujours donner des exemples pour qu'on comprenne. En fait, le taux de rendement interne, la définition, c'est l'actualisation des flux de revenus sur la durée d'investissement. Donc, mais là, tu me parles chinois. C'est pour ça que je donne la définition réelle et maintenant l'explication. On va partir sur 10 ans. La première année, je vais acheter le bien à 100 000 euros. Donc là, mon flux de revenus, c'est quoi? C'est moins 100 000 euros. L'année 2, j'ai commencé à le louer. Le louer, admettons que j'ai loué 10 000 euros par an. Là, cette fois-ci, on calcule toutes les charges. Fiscalité, taxes foncières, toutes les charges de frais de fonctionnement. Donc sur les 10 000 euros par an. Donc, il va nous rester, admettons, 3 000 euros. D'accord? L'année 1, l'année 2, 3, 4, 5, et la 10e année, je revends le bien. Le bien, je le revends, donc je vais estimer la valorisation du bien dans le temps par rapport à des taux historiques. Et je dis, voilà, dans 10 ans, le bien, je vais le vendre 110 000 euros, admettons. Donc là, 10 ans plus tard, j'ai donc 110 000 euros en plus en flux de revenus, moins les différentes taxes, les plus-values, etc., moins le remboursement du crédit. Et ça va me donner donc des flux de revenus sur plusieurs années que je vais additionner et que je vais actualiser à un taux de... Voir ce que tu as gagné en fin de compte, c'est ça que tu veux dire. Voilà, après, on l'actualise avec un taux de... Pour avoir un taux de rendement. Et ce TRI va déterminer justement, pour donner un exemple concret, ça va être en fait le taux de rendement de productivité de l'épargne que vous allez investir. Si moi je mets 40 000 euros d'apport dans mon investissement et que mon TRI est de 12, eh bien pour trouver l'équivalent, il faudrait que je place 40 000 euros à 12%. D'accord. Voilà. Donc en gros, je place 40 000 euros à 12%. Moi j'ai un exemple, tu vas me dire, moi par exemple, je sais qu'en 99 j'ai acheté un bien, oui, et je l'ai revendu 10 ans après, donc le double. Oui. Donc, alors le calcul c'est quoi? Tu enlèves dessus tout ce que j'ai payé comme... Alors, on fait ton flux négatif à l'acquisition, le prix du bien. On va calculer ton flux de revenus pendant les périodes où tu l'as loué. Tu l'as loué ou tu l'as juste... Non, c'était moi, j'y habitais. Ah, donc là, en effet, tu vas calculer toutes tes charges. Donc, tu n'auras que des flux négatifs pendant 10 ans. Et ta 10e année, tu as ton prix doublé. Donc là, on fait la somme de l'ensemble et on va le diviser par un taux d'actualisation. Un taux d'actualisation, en fait, c'est... on estime le futur. Quel est le risque? Parce qu'en fait, le taux de rendement, ça rémunère le risque, mais aussi, en fait, ça rémunère le temps. C'est technique, là, ce que tu es en train de dire. Hein. En fait, c'est faux. Voilà, je me mets à la place des auditeurs, j'ai un petit peu de mal à suivre. En fait, là, j'explique en fait, qu'est-ce qu'un taux de rendement, que ce soit un taux d'intérêt ou un taux de rentabilité. Parce qu'on dit, oui, moi, je plaçais l'épargne à 5%, pourquoi aujourd'hui, nos livrets A sont qu'à 3%? C'est parce qu'en fait, le risque qui est pris est que de 3%. Pourquoi sur une action, je vais avoir du 7%? Parce qu'on prend plus de risques sur une action. D'accord. Donc, oui. Et en fait, aussi, c'est la valeur temps. Le rendement aussi, c'est la valeur temps. Donc, si moi, je place mon argent pendant 10 ans, j'aurai un rendement plus élevé que si je le place sur un an. Parce que je prends moins de risques. Dans 10 ans, je ne sais pas comment sera la vie dans 10 ans. Est-ce qu'il n'y aura pas 4 guerres entre-temps? Oui, d'accord. On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que aussi le facteur temps joue dans la rentabilité et aussi le taux d'intérêt d'un crédit également. Pour ça, tu suis, Inès, c'est bon? Oui. Tu suis. En fait, quand les propos sont illustrés, c'est plus simple. C'est plus simple. Et c'est pour ça, en fait, que donc justement, le TRI va nous donner le rendement total qu'on va avoir réellement sur l'investissement. Et ce TRI-là, on va le comparer
au rendement du bien qu'on a calculé tout à l'heure, très simple, qui était le loyer divisé par le prix du bien. Et si on voit que le TRI est très inférieur au prix du bien, ou trop inférieur, là, on se dit que l'investissement n'est pas forcément bon. Premier indicateur. Deuxième indicateur, on va calculer la valeur actuelle nette. Mais tu sais que ce soir, c'est très technique ce soir, chers auditeurs. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que je vois que vous êtes pas mal à regarder. Je vois qu'il y a Thomas, il y a Franck, il y a Erika. Voilà, il y a du monde qui regarde ce soir. Mettez-nous des commentaires si vous suivez, si vous arrivez à suivre, déjà, première chose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'à chaque émission, on a quelques personnes qui posent des questions, mais voilà, on aime bien quand les auditeurs participent. Et si vous êtes, je vous disais, en train de nous écouter le DAB, le web, les applications smartphone, venez nous rejoindre sur le live Facebook. Là, vous avez le fil d'actualité. Donc, la valeur actuelle nette, on va valoriser la valeur que vaudrait le bien dans X années pour justement pour voir si aujourd'hui c'est intéressant d'investir. Alors, comment on fait ça, par exemple? Donc, on achète un bien aujourd'hui à 100 000 euros. Comment on fait pour savoir ce qu'il va valoir dans 10 ans, puisque on ne sait pas du tout le marché, comment il va évoluer? Alors, on ne sait pas comment le marché va évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder les rendements historiques de progression de valorisation qu'on va appliquer au bien. Et après, on va le diviser par un taux d'actualisation qui va être un taux de risque. Quel est le risque, justement, d'investir de là où je suis? Donc, plus mon taux de rendement du bien va être élevé, plus mon taux d'actualisation va être élevé également. Voilà, et ça va me donner l'idée de... Voilà, moi, quand je te donnais mon exemple, je sais que j'ai acheté, c'était en 99, et c'était juste avant la bulle immobilière, puisque, je vais donner un exemple, j'avais acheté un 3 pièces neuf de 70 mètres carrés, je l'ai payé neuf en 99, 125 000 euros sur une construction sur plan. Donc aujourd'hui, un 3 pièces de 70 mètres carrés, ça vaut 350 000 euros, voire presque 400 000 euros suivant où on l'achète. Hein. Donc c'est là où je me dis, c'était avant cette bulle immobilière, quoi, je veux dire. Tout à fait. Et en fait, là, c'est pour ça que le taux de risque, il faut aller voir à l'époque quel était le taux de rendement de ton investissement pour évaluer le risque. On ne peut pas savoir combien c'est dans 10 ans, ça va valoir 2 fois plus, 3 fois plus, une fois plus. Parce que là, maintenant ça ralentit l'immobilier. Et puis, l'immobilier, ça ralentit. La valeur, en tout cas. L'immobilier est cyclique. Il y a 50 ans, à ton avis, quelle était la ville où l'immobilier était le plus cher en France, en Europe, pardon, dans le monde, je vais y arriver. Dans le monde, ouais. New York, non? New York? Non. Londres? Non, alors, non. Paris? Non. Bon, Paris, ça a toujours été. Non, allez, Monaco. C'était au Liban. Ah oui, au Liban, effectivement, à l'époque du Shah d'Iran. C'était là où l'immobilier était le plus cher. Aujourd'hui, là où l'immobilier le plus cher, c'est où? On vient de dire une des villes qu'on a données, non? Londres, moi je pense Londres, même pas? Non, l'année dernière, la ville la plus chère, Dubaï. C'était... Non, pas Dubaï. Dubaï, ça arrive en 3e position. C'était en Inde, justement. Ah oui, carrément. En Inde. Donc tu vois que l'immobilier est cyclique, ça change. Il y a 6 siècles, il y a 1000 ans en arrière, c'était peut-être à Athènes où c'était... Ça, c'est par rapport aux investisseurs. C'est eux qui décident en fin de compte un jour. C'est comme tout en fin de compte. En fait, c'est investisseur, oui et non. C'est plutôt qu'est-ce qui fait que la valeur, pourquoi d'un coup une ville elle devient plus attrayante qu'une autre? Ça, c'est de la macroéconomie et c'est de la géopolitique. Non, mais c'est juste que je te disais. C'est... Parce qu'à l'époque, en effet, au Liban, en effet, c'était comment? C'était avant la guerre déjà. Donc. C'était bien avant la guerre, bien sûr. À Beyrouth, c'était très prisé d'aller sur place là-bas pour acheter un bien. C'était vraiment extrêmement cher parce que le Liban était en pleine expansion. Et puis il y avait des gens très, très, très riches qui allaient investir là-bas. Donc en effet, ça faisait un effet cumulé. Et ainsi de suite. Et après, ça se déplace au fur et à mesure des années. Il y a un auditeur, Thomas, qui marque, on comprend très bien, c'est très expliqué et les exemples sont clairs. Voilà, donc c'est moi qui suivais pas. C'est toi le problème. Ouais, c'est moi le problème. Donc voilà pour donc la vanne. Et après, on va aussi calculer l'indice de profitabilité, c'est-à-dire quand j'investis 1 euro dans mon bien, combien je récupère à la fin. Donc ça, avec tout. En gros, c'est différents indicateurs qui permettront de savoir si vraiment l'investissement est cohérent ou pas et si on va y aller ou pas. Alors, c'est ça un petit peu le but ce soir, c'est d'expliquer quand on se lance dans l'immobilier. Le but, c'est... Alors, il y a effectivement, tu le disais tout à l'heure en début d'émission, si on veut y habiter ou si on veut le louer. Voilà. Tout à fait. C'est les deux principales raisons. Si on veut l'habiter. Donc là, ce soir, on parle uniquement d'investissement locatif. On ne parle pas de personnes qui veulent acheter un bien pour y vivre ou pour passer leurs vacances. Parce que là, on n'est pas sur les mêmes sélections de biens. Quand je veux habiter dans un bien, je ne vais pas regarder s'il est rentable. Je vais regarder s'il me plaît, l'exposition, c'est etc. l'emplacement qui va... Bon, il faut toujours garder à l'esprit, et ça c'est un petit, pas un tips, mais garder à l'esprit la revente. La revente. Toujours. Même si on achète un bien pour soi-même, toujours penser à la revente. Parce que ça peut être un bien qui nous plaît à nous, peut-être qu'il plaira à personne.
Et d'ailleurs, on le voit dans les émissions sur les TF1, etc., avec à l'époque Stéphane Plaza, etc., qui disait quand vous avez un bien qui est trop atypique, ça ne se vend pas. Parce que c'est un bien qui vous est propre et à revendre, ça ne vaut rien. C'est pour ça qu'après, il cassait tout et après, il faisait des émissions là-dessus. Voilà. Donc, en effet, il faut toujours penser à la revente. Donc, soit on vit dans son bien comme on veut et le jour où on veut le revendre, là, il faut se séparer de la sentimentalité et justement le mettre vraiment très neutre pour pouvoir le vendre plus facilement. Mais toujours penser à la revente. Sauf si tu trouves la même personne que toi. Ce qui est difficile. Ce qui est plutôt difficile. Et après, on est uniquement sur l'investissement. Donc, en effet, une fois qu'on a déterminé son budget, qu'on va financer, qu'on a ses ratios en fait, d'investissement, on va ajuster est-ce que j'emprunte plus, est-ce que j'emprunte moins, est-ce que je mets plus d'apport, moins d'apport, pour essayer d'équilibrer et trouver une rentabilité qui sera acceptable par rapport à son bien. Donc là, on a vraiment vu l'aspect du financement et de la rentabilité qui est importante à regarder, avec des indicateurs qui sont assez clés. Et ensuite, là, on va s'attaquer maintenant à la fiscalité. Oui, j'étais en train de regarder le planning que j'avais sous les yeux et on suit, c'est bon, on y est. 5e partie, comprendre la fiscalité. Comprendre la fiscalité. Donc là, on va parler fiscalité, on va aussi parler, donc ça va être un gros tu veux qu'on fasse un petit passage. break musical ? C'est pour vous, moi je pars jusqu'à demain s'il faut. Mais je sais que toi tu es parti jusqu'à demain, toi c'est pas un souci. Fabien il gère, mais voilà, si tu voulais que nos auditeurs on les laisse d'un petit peu décompresser. Tout à fait. Moi aussi d'ailleurs. On va attaquer une grosse partie, donc vaut mieux être. Allez, il est 18h36, je vous rappelle qu'on est toujours en direct et on parle ce soir de comment se lancer dans l'immobilier. Restez avec nous, on a écouté Phil Briano, ce soir on réécoute encore puisque c'est un artiste qu'on a reçu et je voulais vous le faire découvrir. Allez, restez avec nous. Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. You say you love and tomorrow I'm so stupid, oh yes I know. I kiss a girl that's mine. I won't cry, but I'm not trying. And I was drunk in my sorrow is to lose a love I borrow. Can't you forget this cruel evening? Can you forget what you're listening? I'm living my life like a fellow. I can't remember when I fell low. Playing a good song, smiling all around. It won't be fake if I cry out. A good mistake is so painful. Playing a good song, being all alone. And what you're thinking, and what you're living, is all I've got. It's all I've got. And when you're dancing, and when you're lying, it's all I've got. It's all I've got. Phil Briano sur Radio Fréquence Méditerranée. On est de retour, allez on va parler fiscalité, mais juste avant un petit peu de publicité. Vous le savez maintenant, vous avez l'habitude de la publicité d'IPES Patrimoine. C'est une publicité qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais en tout cas je suis très content de la partager à chaque fois. Allez regardez tout de suite, c'est tout de suite. Je te dis qu'il suffit de savoir en parler, de choisir les bons mots. Attends, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Je n'ai jamais trouvé ton travail excitant. Alors, prouve-le. Ok. Optimisation fiscale. Gestion de portefeuille. Intérêt composé. Démembrement.
droit de mutation, chirographe, inaliénabilité. Tu vois, les bons mots. Excusez-moi, monsieur, vous auriez une carte de votre cabinet, s'il vous plaît? Vous avez l'air très efficace. On est de retour, voilà, sur... moi j'adore tes pubs, écoute, je kiffe à chaque fois de les passer. IPES Patrimoine, donc, qui anime cette émission et qui est partenaire. Dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ces pubs aussi, voilà. Et puis régulièrement vous en avez d'autres, vous avez pu voir Terminator, vous avez pu voir Le Bon, la Brute et le Truand, c'est ça effectivement. Star Wars, voilà, on vous en diffuse régulièrement. On est de retour, on parle fiscalité dans ce projet, comment se lancer dans l'immobilier. Allez, c'est du lourd. Donc là on va parler fiscalité immobilière. Donc il faut revenir toujours à notre premier point de tout à l'heure. Je peux te couper 2 secondes. Vas-y. Voilà, je te coupe 2 secondes parce qu'il y a un auditeur qui pose une question. Alors on est à moitié dans le sujet. Le viager vaut-il le coup pour être propriétaire? Il me pose la question. Alors le viager, on prend un risque. Le risque avec un aléa qui est quoi? C'est celui qui nous vend le bien, donc qui va donc vivre très longtemps ou pas. Donc justement, il faut pas. Alors, il y a des abus des deux côtés. Il ne faut pas non plus, si la personne est en train est sur son lit de mort, le viager donc sera retoqué et sera annulé par l'instrument fiscal. Mais en fait, le viager, alors ça peut être quelque chose d'intéressant comme dans nos régions ici, chez nous, parce que alors c'est surtout intéressant pour la personne qui reste dans la maison, parce que souvent c'est des personnes qui n'ont pas d'héritier. Ou qui ne veulent pas que les enfants héritent, c'est aussi un autre choix et que ça existe, et qui veulent justement monétiser leurs biens parce qu'ils ont peut-être des retraites pas forcément très élevées et qui voudraient en fait, contre une rente régulière, ils vendent le bien qui est donc décoté par rapport à sa valeur actuelle. Donc c'est intéressant le viager déjà. Un bien vendu en viager, il est toujours vendu moins cher. Il est décoté parce que justement on prend le risque que, admettons, souvent les décotés, on fait un calcul en fonction de l'espérance de vie de la personne. Je ne sais pas, la personne qui fait le viager à 70 ans, on sait d'après l'espérance de vie va jusqu'à 85, mais si je vis jusqu'à 92 ans, voilà, c'est problématique. Donc on va payer le bien beaucoup plus cher au final. Alors, on peut se protéger par rapport à ça avec des montages annexes, mais c'est ça le principe du viager. Donc oui, c'est intéressant toujours quand c'est bien fait, et aussi c'est intéressant quand on veut vraiment. Alors là, par contre, on est sur un investissement qui n'est pas du tout sur la rentabilité, parce qu'on touche aucun revenu, parce que la personne continue à vivre dans le bien. Donc c'est une façon de décoter, d'acheter un bien décoté. C'est une façon de placer de l'argent, mais voilà, sans revenu direct. Oui, de placer de l'argent, en effet. Et un petit peu à risque aussi, parce que... Mais c'est vraiment... Là, au tout début, on parlait d'objectif, et là, l'objectif, c'est de capitaliser. Parce qu'on ne peut pas y habiter. Bien sûr. Quelqu'un est déjà dedans. Sinon, ce n'est pas du viager. On ne peut pas le louer, parce qu'il y a quelqu'un dedans, et c'est nous qui le payons pour rester, pas l'inverse. Donc, c'est vraiment un objectif de... Pour ça que je reviens tout à l'heure, est-ce que acheter du viager, c'est bien si l'objectif qu'on a correspond? D'accord, ok. Oui, ça, c'est la première partie. C'est un moyen d'acquisition, c'est pas le meilleur parce qu'il n'y a pas de meilleur, tout dépend de l'objectif qu'on a. Et il faut faire attention vraiment à comment est monté le viager par rapport à ça. Donc il y a des pièges à éviter qu'on ne va pas dérouler ici, mais en effet, oui. Alors on revient sur la fiscalité. Voilà, mais il y avait une question, donc on y a répondu. Très bien. Et n'hésitez pas à poser des questions, c'est avec plaisir. La fiscalité, donc en effet, donc l'immobilier, malheureusement, ou heureusement pour l'État, il faut dépendre de quel sens on se place, est un bien très captif en impôts. On a énuméré tout à l'heure tout ce qui était les impôts courants, on va dire, taxes foncières, etc. Mais également, donc, quand on va faire un investissement immobilier, on va avoir des revenus. Et en France, les revenus sont taxés. Taxés aussi. Donc les revenus sont taxés. Ils vont être taxés donc, sur le barème progressif de l'impôt, qui va de 11 aujourd'hui jusqu'à 41%, voire 45%. Il y a tout taxé en France. C'est impressionnant. Quand je fais les émissions ça fait quelques émissions qu'on fait avec Fabien et on parle beaucoup de tous les investissements. En fin de compte, tu es taxé sur tout, quoi. Alors, tu es taxé sur tout. Déjà, tu es taxé donc, sur l'impôt, mais également, vous se rajouter à ça les prélèvements sociaux, qui, eux, sont incompressibles et sont inoptimisables, qui sont à 17,2%. Donc, moi, j'ai un revenu locatif. On va pas différencier les natures parce que le principe est le même. Le principe commun de base, c'est-à-dire que moi j'ai des revenus locatifs nets, une fois que j'ai déduit toutes les charges, en fonction de mon type de location, que ce soit du nu ou du meublé,
j'aurai pas les mêmes charges déductibles, je pourrais pas déduire la même chose, mais une fois que j'ai un revenu net déclaré, là, il va être taxé au barème progressif de l'impôt et aux prélèvements sociaux. Donc, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui... on va prendre un couple qui va déclarer à l'année, chacun gagne 3 000 euros par mois. Donc, on va être à 72 000 euros après abattement, etc., pour faire simple. 72 000 euros à l'année. De revenus. De revenus à l'année. D'accord ? Donc là, dans leur cas, on est sur la tranche à... Vas-y, non, bah là, tu me poses les tranches, je ne connais pas. Mais on est sur un début de tranche à 30%. Donc, c'est comme quand on remplit une bouteille d'eau. Je devrais prendre ma calculatrice à chaque fois pour faire... Voilà. C'est comme quand on prend sa bouteille d'eau et qu'on remplit de l'eau, on commence par le bas et on remonte jusqu'en haut. Et c'est ça le barème progressif. C'est la bouteille qui monte. Donc si moi j'ai déjà on commence toujours par remplir par les revenus d'activité, salariaux, entreprises, etc. Donc là, mes salaires, 72 000 euros. Donc je suis au barème 30% et je vais rajouter, mettons, mes 10 000 euros de revenus nets fonciers. Donc ça veut dire que mes revenus nets fonciers sont taxés à 30%. Sur la tranche à 30%. Ah oui, d'accord. Plus 17,2 de prélèvements sociaux. On est donc à 47,2% de fiscalité sur les 10 000 euros perçus. Alors, oui, d'accord. Voilà, j'allais dire ça, c'est sur les 10 000 euros. Voilà. Le reste, ça reste à 30%. Le reste, c'est le barème progressif. Voilà. En gros, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que les revenus locatifs immobiliers sont toujours taxés à votre tranche marginale d'imposition. Il y a la tranche la plus haute où tu les rajoutes à tes revenus. D'où mon image en fait de la bouteille d'eau que l'on remplit. Ce qui veut dire que si tu peux être à la limite d'imposition, tu rajoutes une location, exactement. Tu rentres dans le barème supérieur. Voilà, dans le barème supérieur. Exactement. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc, en gros, ça va très vite. Ça veut dire qu'au minimum, sur l'immobilier, on est taxé à 11%, qui est notre taux de barème le plus petit, plus 17,2. Donc on est au minimum à 28%. Au minimum, en taxation. Sans compter taxes foncières, etc. D'accord ? Donc ça, c'est la fiscalité générale. Ensuite, on va distinguer les locations nues des locations meublées, qui sont deux activités de location différentes. Location nue, là, c'est un baux, des baux de 3 ans, et je vais louer un bien qui est complètement nu, et après, le locataire, il arrive, il met ses meubles, etc., il fait un peu ce qu'il... Aujourd'hui, c'est la plupart des locations. C'est la location, en effet, pour de longue durée. La plus courante. La plus courante. Ça dépend. Ensuite, on peut louer en meublé. Donc là, c'est la différence, c'est l'inverse, c'est que j'achète le bien, j'achète les meubles, et là, je le meuble entièrement. Et il faut que le locataire puisse y vivre bourgeoisement, c'est-à-dire qu'il puisse poser ses valises et habiter. Et qu'il y ait une cuisine, qu'il y ait un lit. Il y a tout, il y a les fourchettes, il y a les assiettes, il y a les draps. J'ai habité dans un meublé. Il y a la télé, il y a tout. Voilà. C'est pas meublé, c'est pas juste je mets une table, 3 chaises, ça y est, c'est meublé. Non, moi, il n'y avait pas les draps. Normalement, il est censé, ou au moins la couverture. Je ne me rappelle pas, je crois pas. Mais il faut que tu puisses dormir dans un meublé. Il faut que tu puisses dormir le jour où tu arrives dans le bien. Il faut que tu aies des draps pour dormir, un coussin, et des oreillers, et puis tout ce qui est couette, etc. Ça, c'est le meublé. Et ces deux types de locations ne sont pas taxés de la même façon. En tout cas, on ne calcule pas l'assiette taxable de la même façon. La fiscalité est la même, sauf que l'assiette taxable ne sera pas la même. Sur le revenu nu, on va juste déduire de nos recettes, on va juste déduire tout ce qui est les réparations qu'on va faire, la taxe foncière, les assurances, assurance de crédit, assurance habitation, etc., pour avoir une assiette taxable qu'on appelle le revenu foncier. Pour le location meublé, c'est différent. Là, c'est une activité qui est commerciale, donc on va faire un calcul. On va pouvoir déduire beaucoup plus de charges. Et entre autres, on va aussi pouvoir calculer l'amortissement comptable du bien. L'amortissement comptable d'un bien, c'est en fait la dépréciation du bien dans le temps. On va évaluer, sur une durée de 20-30 ans, à combien va se dépérir, combien va se déprécier le bien. Parce qu'en comptabilité, un bien ne prend pas de valeur, il dépérit. C'est le principe de comptabilité, c'est le plan général comptable. D'amortissement. Voilà, c'est l'amortissement. Et cet amortissement, on va le déduire à l'assiette des recettes, ce qui fait qu'on va diminuer l'assiette taxable. Donc les locations meublées sont fiscalement beaucoup plus intéressantes que les locations nues. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se sont lancées en investissement immobilier dans la location meublée, que ce soit du touristique ou du meublé. Les revenus qui vont s'ajouter aux revenus sont moins taxables. C'est pas qu'ils sont moins taxables, c'est que l'assiette est plus faible. Donc tu as un gâteau qui est plus petit, tu as un taux qui est le même, mais tu as un gâteau qui est plus petit. Donc forcément, tu payes beaucoup moins. Voire même tu pèteras zéro si, en fonction, si tu optimises bien. Ça, on en avait parlé dans d'autres émissions, effectivement. On en a parlé au préalable, tout à fait. Donc ce qui fait que la fiscalité n'est pas la même entre le nu et le meublé. Et donc c'est pour ça que le meublé, tout le monde s'y est précipité pour justement avoir une assiette qui est beaucoup moins taxable alors que j'encaisse les mêmes revenus.
Et c'est pour ça qu'il y a les APL aussi pour les étudiants, pour les meublés. Ça joue quel rôle, là, les APL dans ce... Alors, les APL, c'est une aide. C'est une aide en fonction des revenus du locataire. Donc, c'est que tu sois meublé, que tu sois en nu, les APL, c'est pareil. Hein. Ah bon? Oui. Ça varie pas selon si c'est meublé ou pas meublé? Non. Okay, c'est pas une question de type de location, c'est une question de revenu de la personne qui loue. Donc là, toi, tu t'es mis dans la position de la personne qui loue. Là, lui, il est dans la position de la personne qui possède le bien, le propriétaire. Donc là, l'APL, c'est pour t'aider, mais le bailleur, lui, il t'a fait un bail et tu payes ton bail, tu payes ton loyer. C'est par rapport à la valeur du bail, voilà. C'est par rapport à la valeur du loyer. Exactement. Voilà. Mais alors, pas que, parce qu'en fin de compte, un jour, moi, j'avais eu la réponse aussi. Un jour, je suis passé d'un logement qui coûtait, à l'époque, c'était en francs, 1000 francs par mois à 3000 et quelques. Et donc, du coup, j'ai eu les APL. Je ne sais même plus si je les ai eu d'ailleurs. Mais la réponse que j'avais eue de l'organisme, c'était « Mais monsieur, c'est pas parce que vous allez habiter dans un château qu'on va vous donner les APL pour un château. » Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fin de compte, les APL, elles sont par rapport à tes revenus, point barre. Tout à fait. Voilà. C'est ça, en fait. Exactement. Donc on revient. Donc c'est pour ça que tout le monde s'est précipité un peu sur le meublé, que ce soit touristique, etc. C'était plus avantageux. On comprend, hein, on ne veut pas forcément être taxé, alors qu'on encaisse, au final, on a un cash flow, donc plutôt un flux de revenus qui est identique. Hein. Donc le flux de revenus, c'est ce qui me reste après que j'ai payé toutes mes charges. Donc c'est intéressant. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, ça, c'est pendant la durée d'exploitation du bien. Je suis imposé sur mes revenus en fonction de la nature de mes revenus. Bien sûr, dans les revenus nus, je compte aussi tout ce qui est revenus, tout ce qui est location de murs commerciaux. Où là, c'est pareil. On va aussi être dans la même typologie de calcul de l'assiette, avec en rajoutant un peu la TVA des fois sur certains points. Et une fois qu'on a fini d'exploiter le bien et qu'on le revend, là, on va encore payer sur la plus-value immobilière. Donc là, la plus-value immobilière, c'est pas très compliqué à calculer. Le prix de vente moins le prix d'achat, ça fait la plus-value. Voilà. En France, on est taxé sur la plus-value. On est taxé toujours sur la plus-value, donc on fait ce calcul de plus-value. D'assiette taxable avec quelques correctifs, les frais de notaire, etc., les travaux qui ont été réalisés. En tout cas, on a une assiette taxable à l'impôt des plus-values, et qui, lui, encore une fois, impôt plus-value, on a encore les prélèvements sociaux, là, donc la CGCRDS, donc, qui est à 17,2, ça, on l'a toujours. L'impôt qui devait être provisoire à l'époque. Et on rajoute après 19% d'impôt. Donc c'est GCRDS plus impôt qui est un taux à 19%. Et en fonction de la durée de détention du bien, on va avoir un abattement qui va venir écraser ce taux et pour justement arriver au bout de 30 ans où on est totalement exonéré de l'impôt plus-value. Au bout de 30 ans. De détention, en effet. Au bout de 30 ans de détention. Donc si j'achète mon bien aujourd'hui en 2025 et que je le revends à aujourd'hui selon les lois fiscales de ce jour, si je le revends en 2055, je ne paierai pas d'impôt de plus-value. Alors par rapport à tout ce que tu nous as annoncé depuis le début, donc sur cette vision de se lancer dans l'immobilier, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui est le plus avantageux si tu dois investir dans l'immobilier? Alors oui, comme tu disais au début, déjà on a un objectif. Voilà. Premier objectif. Tu commences à comprendre au bout de au bout d'une heure, ça va. L'objectif, effectivement. Donc on va parler, comme tu l'as dit, on achète un bien pour avoir un revenu, un investissement. Pour un objectif. L'objectif, c'est gagner de l'argent, c'est-à-dire que c'est pas l'acheter juste pour avoir de la pierre, c'est vraiment pour derrière le louer, par exemple. Tout à fait. Qu'est-ce qui est le plus avantageux aujourd'hui? Le plus avantageux, encore une fois, c'est on revient toujours à quel est l'objectif. Et en fait, il y a encore le plus avantageux fiscalement, le plus avantageux quoi en rentabilité, ça dépend de plein de choses. Parce que si tu veux optimiser ta rentabilité, c'est pour ça que beaucoup de monde le font aussi, c'est tout ce qui est location saisonnière, Airbnb, etc. Parce que là, en fait, on a des nuitées qui sont plus élevées. Ça n'a toujours pas bougé là-dessus. Ça n'a pas bougé. Parce qu'à un moment donné, l'État voulait réglementer un petit peu plus. C'est pas qu'ils voulaient réglementer, c'est qu'ils ont en fait ils ont renforcé la fiscalité pour justement éviter que les gens y aillent trop. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'avantages fiscaux. Et du coup, il y avait plus on en a parlé, il y avait plus de logements pour les actifs, effectivement. Voilà, donc c'était en fin de compte que les gens investissent moins dans le Airbnb. Pour en effet essayer de drainer un peu et de limiter un peu les investissements. Et ils ont encore renforcé ça pendant la loi de finances 2025 qui est tombée il y a 15 jours, le 13, donc ça fait 11 jours, il y a un peu plus de 10 jours, où en effet ils ont encore renforcé la fiscalité des locations meublées au niveau de la plus-value. Donc, ce qui fait que le plus intéressant aujourd'hui, ça dépend vraiment du projet et de l'objectif, parce que fiscalement, on commence à avoir des pour d'un côté et des contre de l'autre, qui sont des pour d'un côté et qui sont des contre de l'autre. Donc des fois, on peut être pris entre deux feux, et des fois, il faut choisir entre le marteau et l'enclume. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment... Je parle d'un point de vue fiscal. Hein, oui, bien sûr. D'accord. Après, d'un point de vue locatif, c'est vrai que plus vous avez un loyer qui est élevé, plus c'est intéressant pour un actif qui a un prix... si j'achète un bien à 100 000 euros,
et que j'ai une location à 500 € par mois, si j'arrive à le passer à 700, 800 €, forcément, ma rentabilité va augmenter. Bien sûr. Fiscalité à part, d'accord ? Donc là, comment on va faire ? On va faire de la colocation, par exemple. Mais j'ai un T3, je sais qu'un T3, je peux mettre 2 étudiants. Donc, au lieu d'avoir un logement à 500 €, je vais proposer à 300 € par étudiant. Je passe de 500 à 600. D'accord. Airbnb. Moi, mon Airbnb, mon bien, c'est 1000 € par mois. Mais si je fais du Airbnb, je sais que je pourrais le louer 150 € la nuit, x 30. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, on va optimiser la rentabilité du bien en l'exploitant différemment, d'où en changeant la nature d'exploitation du bien. Et après, fiscalement, après le choix fiscal, ils ont fait exprès justement d'avoir de renforcer les fiscalités des meublés, etc., pour qu'on commence à être sur une zone où on va... en effet, le meublé aujourd'hui, pendant l'exploitation du bien, c'est intéressant, donc il faut partir sur du meublé. Par contre, depuis 11 jours, en cas de revente, le meublé, ça commence à être très inintéressant. Alors, ce qu'ils ont fait, surtout, ils sont malins, parce que du coup, ils ont fait... Les gens, vu qu'on a augmenté la fiscalité, il y en a certainement qui ont voulu se séparer de leurs biens trop tard, puisque du coup, on a augmenté la plus-value. Donc, l'État, il récupère des deux côtés, quoi. Exactement. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Moi, je dis qu'ils sont trop forts. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le meublé, il faut se dire, voilà, est-ce que je vends, est-ce que je vends pas, Et après, donc, pour illustrer, ça va enchaîner sur ce que je voulais dire par la suite, qui était optimiser l'investissement. Et c'est là qu'on va réfléchir à savoir, est-ce qu'on va commencer à investir en société, peut-être ? Ou là, on va partir sur des sociétés structurées, type société civile immobilière, où déjà, on peut acheter à plusieurs. On peut anticiper, parce que là, j'ai parlé de la plus-value, mais admettons que je ne vends jamais. Qu'est-ce qui va arriver un jour ? Qu'est-ce qui va m'arriver un jour ? Il va nous arriver à tous un jour. C'est la mort. On va mourir. Ouais. Ça, on sait pas ce qui se passe demain, mais on est sûr qu'on va mourir. Et quand on meurt, qu'est-ce qui se passe ? On en a parlé au début de l'émission. La transmission. Donc, toute ma vie, j'ai acheté un bien, je l'ai financé, j'ai perçu des loyers, j'ai payé de l'impôt. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on décède, pouf, c'est taxé. Donc ça aussi, il faut en tenir compte aussi dans l'investissement. Dire, voilà, j'ai acheté un bien qui est assez important, dans un emplacement qui est assez prisé aujourd'hui, qui progresse très vite. Ça veut dire que si je le garde 20 ans et que je ne le vends pas, mes héritiers, qui sont mes enfants... Ils vont payer des taxes dessus. Et comme on disait tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 30%. C'est ça que tu disais, non, combien tu dis ? 45%. 45%. Donc, il y a beaucoup d'enfants. Effectivement, il y a beaucoup de successions où les enfants sont obligés de vendre parce qu'ils ne peuvent pas payer les droits de succession. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper. En fin de compte, c'est tout ce que tu es en train de dire. Quand le jour où on décide d'investir dans l'immobilier, il y a tout un tas de paramètres qu'il faut réfléchir. Si on veut optimiser son investissement au mieux, il faut prendre toutes les cartes en compte. Parce que la fiscalité, ce n'est pas juste la fiscalité des revenus, mais mes impôts que je déclare chaque année. C'est aussi, on a dit tout à l'heure, la taxe foncière, la plus-value, ou alors la succession. Puis même pire que ça, on va même encore aller plus loin. Je garde mon bien pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, je le vends. En plus, j'ai fait une plus-value. Donc j'ai vendu beaucoup. Donc si j'ai un petit pactole sur mon compte bancaire à ce moment-là, je décède le lendemain. Qu'est-ce qui se passe ? Bonne question. Alors, écoute, la succession. Oui, pareil. Donc, toute ma vie, j'ai payé l'impôt, j'ai payé la plus-value. Le lendemain, je décède, je paye la droit de succession. Encore sur ce qui reste. Sur l'argent que j'ai sur le compte. Parce qu'au moment où je décède, sur mon compte, j'ai de l'argent. Et cet argent est taxable à la succession. Donc le mieux aujourd'hui... parce qu'en même temps que je l'écoute, je me dis, mais c'est incroyable. Tu es taxé sur tout ce que tu... On n'est pas encore taxé sur le fait de respirer. Pas encore, bientôt. Mais on va l'être. Mais donc c'est pour ça que c'est une vision, la fiscalité, c'est une vision qui est globale. Voilà. Donc pour optimiser l'investissement, il faut regarder tout l'aspect fiscal de tout ça, plus les objectifs, plus. Nous, après, on peut optimiser ça avec des sociétés civiles, à l'IR ou à l'IS, enfin bon. Et c'est en prenant en compte donc, toutes ces étapes qu'on a expliquées depuis tout à l'heure, l'objectif, et le plus important, et ça semble bizarre, mais le plus important, c'est de se poser et de dire pourquoi je fais ça, quelle est ma situation, où je veux aller et comment j'optimisais tout ça. Et après, on voit le budget. Après, on voit où on va acheter et ainsi de suite et on déroule. D'accord. En tout cas, moi, ce soir, dans cette émission, on a donné les différentes étapes. Et moi, ce que je conseille, c'est que si quelqu'un veut investir, de venir te voir carrément au cabinet Epus Patrimoine. Et là, tu vas faire une étude personnalisée. En fin de compte, les étapes qu'on a présentées ce soir dans l'émission, tu vas reprendre toutes ces étapes avec la personne. Poser les bonnes questions. Tu vas lui poser les bonnes questions. De là, tu vas en faire un profil. Et c'est là où tu vas la diriger sur le meilleur investissement qui lui correspond. Et en posant les bonnes questions, en disant mais ce bien-là, pourquoi vous voulez acheter ? Après, c'est pour vos enfants, pour vous voulez revendre. Est-ce qu'on n'anticipe pas la transmission déjà dès l'achat ? Dès l'achat, on va déjà optimiser la transmission par des sociétés civiles, par exemple. Alors, tous ceux qui nous ont suivis ce soir, autant sur le web que sur le live Facebook,
Parlez-en autour de vous, dites-le. Voilà, si vous avez des gens autour de vous qui ont envie d'acheter quelque chose, qui ont envie d'investir, conseillez-leur Fabien Bocard, IPS Patrimoine. Voilà, c'est très important puisque là, on vous donne une partie on vous donne quelques ficelles, on vous donne un conducteur, c'est ça un petit peu. Mais là, tu fais toi des études personnalisées pour chaque personne qui va venir te voir au cabinet. Mais tu arrives au bout. Exactement, je vois. Voilà, effectivement. merci en tout cas. Tu n'as pas posé beaucoup de questions, toi. Hein. Tu as été très sage encore. Hein. Décidément. Voilà, il était avec nous. C'était le petit jeune en immersion. Erika, c'est la maman. Raphaël Bertou. Voilà, vous ne l'avez pas vu à l'antenne, mais il était avec nous. Mais je tenais à le citer quand même. Merci Fabien. Nous, on se retrouve le mois prochain. Le mois prochain, on va le faire en immersion. Aussi, puisqu'on sera directement dans ton cabinet. Et je crois qu'on parlera peut-être retraite. On reparlera retraite. Alors, ça serait bien parce que moi, j'y suis pas loin, donc ça m'intéresse. Voilà, on en avait parlé l'année dernière au mois d'avril pour la 2e émission. Donc, le mois prochain, on aura bouclé la boucle. Voilà, effectivement. Et on aura fait un an d'émission déjà. Un an d'émission et on parlera retraite, mais d'une autre vision pour voir est-ce qu'on aura vraiment une retraite. Au vu de la situation actuelle économique et politique. Bon, je ne sais pas si je vais faire cette émission. Voilà, en tout cas, merci. Nous, bien sûr, c'est le retour de la musique. On se retrouve lundi soir avec 100% sport. Merci Inès. Merci. Et nous, on sera aussi, je le rappelle, vendredi après-midi avec les élèves de l'école Saint-Exupéry. Bye bye à tous. Merci. Bonsoir. Tous les jours de 17h à 20h, retrouvez toutes les équipes de Fréquence Méditerranée en direct. Sur